Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Vous qui nous rejoignez en région, évidemment, du côté de Sangaredi, on va faire le tour dans un instant, évidemment, avec quelques intervenants. Amadou Damaro Camara qui se prépare aussi à intervenir en direct sur notre antenne. Mon cher Titi, on a écouté Aliou Condé, mon cher ami. Oui, sur la question de savoir, est-ce que la CENI est obligée de soumettre le chronogramme et la date à la classe politique avant que une date ne soit proposée pour une élection? Moi, je suis à même de comprendre la position exprimée ici par M. Aliou Condé. Vous savez, on parle de l'OGE. La CENI, c'est l'organe de gestion des élections. Nous avons été amenés, quelques journalistes ici dans ce studio, à quand même participer à des formations organisées par la CENI. Ce que j'ai retenu, c'est que la CENI, de bout en bout d'un processus électoral, doit faire en sorte que toutes ces décisions, toutes ces initiatives, toutes les tâches qui sont à exécuter dans le cadre d'un chronogramme soient les mieux partagées possibles. Qu'il y ait donc que la classe politique, les compétiteurs, qu'elles soient amenés à regarder les choses ensemble avec la CENI, pas forcément à changer les trajectoires définies par la CENI. Mais c'est bon que la CENI, parce que les partis politiques sont les partenaires, les premiers partenaires de la CENI. Donc c'est bon que la CENI prenne l'habitude, et ça c'est d'usage partout, prenne l'habitude donc de travailler main dans la main avec ses compétiteurs, avec ses premiers partenaires, que ceux-là plutôt soient au même niveau d'information que la CENI. Donc c'est pas une loi qui l'impose, mais c'est d'usage, c'est de pratique. Et je pense que c'est là où je comprends M. Aliou Condé. Il a parlé de chronogramme qui consiste donc à mettre de bout à bout les tâches à exécuter, les tâches opérationnelles dans le cadre en vue de l'organisation d'une élection, jour plus 1, jour plus, etc. etc. Ceci pouvait être soumis à un partage d'informations dans le cadre de forums qui sont définis à cela, comme le comité interparti politique. La CENI pouvait organiser une rencontre de partage et comment on appelle ça, de discussion autour de son chronogramme, et à la fin on pouvait les uns et les autres pouvaient apporter leurs amendements. La CENI pouvait en tenir compte, comme elle n'est pas obligée d'en tenir compte, et à la fin sortir une date qui va être proposée au chef de l'État. La deuxième chose, il y a quand même la précipitation avec laquelle le président de la République est allé sur ce décret. Mais la CENI a proposé cette date le vendredi, à l'issue d'une plénière, et on a su, à travers les communications de la CENI, qu'il y a eu une unanimité s'est dégagée autour de la date et du chronogramme. Donc, il n'y a eu que 3 jours entre la proposition faite et le décret qui a été pris par le président de la République. Le président de la République, les juristes, Mohamed Mara l'a rappelé, avait jusqu'à 70 jours. C'est ce que la loi lui impose. Mais il prend ce décret 96 jours avant cette élection. Qu'est-ce qui se cache derrière ce décret? Il y a tout un calcul politique et politicien qu'il faut aller rechercher derrière ce décret. Évidemment, heureusement que c'est des politiques. Allez-y. Oui, il y a ces éléments que j'avais soulevés hier. J'ai une première question. Parce que l'UFDG et l'UFR avaient demandé que le comité de suivi des accords soit réactivé pour discuter de ces questions. J'ai dit que ce travail-là n'a pas repris et la CENI a proposé, n'est-ce pas, la date. Le deuxième élément, c'est là-dessus que Aboubacar a terminé. La CENI a pris 2 actes. Il y a un communiqué, ensuite il y a une déclaration où elle nous a annoncé la date. Il était prévu hier que la CENI donne une conférence de presse pour expliquer d'abord le niveau d'exécution des activités prévues dans ce chronogramme, à quel niveau nous en sommes aujourd'hui, mais à se permettre aussi à savoir ce qui reste à faire pour aller, n'est-ce pas, aux élections. Ce que nous savons jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu la formation qui a été faite, donc à l'endroit des formateurs des CAER, mais il y a également ces fiches d'identification qui ont été envoyées, n'est-ce pas, et disséminées à l'intérieur du pays. Maintenant, le travail proprement dit de la révision du fichier électoral, à notre connaissance, n'a pas commencé. Donc, je crois qu'il était juste que la CENI communique hier, et puisque la conférence est reportée à demain mercredi, que cette conférence soit donnée et qu'on puisse mieux comprendre avant que le décret en arrive.
Mais encore une fois, je reviens sur cet élément qui me semble important. Il ne revient pas, de mon point de vue, à l'opposition d'exiger que le chronogramme lui soit soumis et pour qu'il y ait, si vous voulez, une espèce de validation. Non, mais c'est ce que nous avons pu comprendre dans la communication de M. Aliou Condé. C'est-à-dire, il ne faut pas proposer des dates. C'est-à-dire, la CENI ne devrait pas proposer des dates. Il n'a pas voulu le dire comme ça, mais c'est bien cela que la CENI vienne dire voilà les activités qui nous restent à faire et qu'ensemble ils puissent proposer, n'est-ce pas, la date. Je crois que cela pourrait mettre en cause l'indépendance de cette institution. Il y a un travail qui a été fait à l'interne. Ce partage d'informations, on peut l'exiger et je crois que ça peut être fait, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du processus. La question qui reste posée, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu partage d'informations, va-t-on demander au président de la République de rapporter son décret ou l'opposition va accepter de partir malgré tout à ces élections-là? On sait pertinemment que l'opposition ne boycottera pas parce que même le 28 décembre, elle n'avait pas boycotté. Elle était d'accord jusqu'à ce que l'OIF prenne sa décision. Oui, il y avait des critiques, mais il n'y avait pas de déclaration officielle qui disait que l'opposition n'allait pas prendre part à ces élections-là. Je pense que nous sommes en train de vivre la même chose, des discussions autour d'un processus qu'ils contribuent tous les acteurs politiques à mettre à mal. Et après, lorsqu'il y a problème, chacun essaye de tirer le drap de son côté. Ouais. Jacques Liwalino, allez-y, Mohamed Mara. On n'organise pas des élections pour simplement les organiser. En matière électorale, il y a 3 principes sacro-saints. Si vous voulez des élections crédibles, transparentes et inclusives, et surtout acceptées de tous. 3 principes. Et ça, les organisations internationales ne jouent pas avec. Le premier principe, s'appelle DEA. Le premier principe, c'est la direction commune de tous les acteurs. Lorsque les acteurs n'ont pas la même direction, l'élection devient conflictogène, forcément. Et parmi les acteurs, il n'y a pas que les partis politiques, figurez-vous. Vous avez même les médias. C'est ce qui fait que l'organe de gestion des élections est obligé, notamment dans les formations, de tenir compte même de la formation des hommes de médias qui sont chargés de faire une couverture de l'ensemble du cycle électoral. C'est extrêmement important. Il faut avoir l'adhésion de tout le monde. Il faut cette direction commune. Il faut faire en sorte que les décisions qui sont prises soient expliquées, soient discutées pour que tout le monde les accepte. Le second, c'est l'engagement. Lorsque une partie des acteurs s'engage à aller vers les élections, ces élections, en général en Afrique, aboutissent à des violences. C'est ce qui aboutit tout le temps à ce qu'on appelle les crises post-électorales. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où il y a déjà des crises électorales, plutôt politiques. Si une crise électorale vient s'y greffer, écoutez, on peut carrément jouer avec les fondements de la nation. On ne peut pas. Il faut que la CENI fasse très attention à ce niveau-là. Il faut faire en sorte qu'il y ait cet engagement. Bien. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire, tu ne vas pas sans moi. Ce qui est en train de se passer, la CENI dit, oui, j'ai le droit, j'ai des prérogatives légales d'organiser ces élections. Je peux passer outre la décision des partis. Parce que moi, je suis l'arbitre. Mais Lamine, l'arbitre doit éviter, au cours de match, d'être montré, d'être indexé comme s'il était un joueur de l'un des camps. Lorsque vous êtes arbitre, vous devez d'abord vous arbitrer un match lorsque les deux équipes sont en face. Ouais. Mais si les compétiteurs ne sont pas en face, si l'autre camp dit nous ne jouons pas, vous avez un problème. En matière électorale, vous ne pouvez pas dire simplement je déclare forfait, je vais valider le forfait. Vous dites que l'opposition a fait partie. Moi, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut critiquer. Mais je pense que c'est plutôt du réalisme politique. Ils savent que lorsque la CENI donne la date, le gouvernement et que eux aujourd'hui, parce que tout le monde le sait, la politique de la chaise vide, on l'a déjà vu ailleurs. Si l'opposition guinéenne s'amuse à ne pas aller à ces élections, ça veut dire déjà que toutes les garanties pour la tenue d'une élection transparente sont déjà bafouées. Bien. Et là, on pourrait aller très vite. Donc, Bien. à mon avis, ils doivent rester, même si on dit que c'est le 1er janvier, ils doivent rester, mais faire en sorte que les règles soient respectées de tout le monde. Bien. Et je veux quand même terminer là-dessus. Je pense qu'on est déjà dans une crise politique majeure autour de cette question constitutionnelle. Il ne faut pas aller vers d'autres crises liées aussi au processus législatif. Ça, la CENI doit nous éviter cela dans notre pays. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je crois que j'ai trouvé la solution. Supprimons la CENI.
Parce que les mêmes critiques que l'on est en train de formuler à l'encontre de la CENI, ce sont les mêmes critiques qu'on a toujours formulées à l'encontre du ministère de l'administration du territoire lorsque celui-ci organisait les élections en Guinée et un peu partout en Afrique. La naissance des OGE, c'est parti de quoi? La rupture de confiance entre l'organisme organisateur des élections, qui est le ministère en charge de l'administration du territoire, et les partis politiques. C'est parti de là. Et donc, on s'est dit en Afrique, pour crédibiliser les élections désormais, pour les crédibiliser, ce que l'on va faire, créons des organismes de gestion des processus électoraux. C'est comme ça que la CENI est née. Pour qu'on puisse, on a dit, bon, on va faire une CENI qui soit tripartite, il faut que la société civile soit là, il faut que l'opposition soit là et que la mouvance soit là. C'est comme ça que c'est parti. Mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas que, parce que vous avez entendu le message de Fodé Baldé, il n'est pas anodin. Qui l'on cherche dans tout ça depuis toujours? Monsieur Kébé. Je vais vous dire une chose, de sources qui sont les miennes bien entendu, il y aurait des agendas cachés derrière pour que le président de la CENI soit un proche de ces partis d'opposition. Bon, c'est de bonne guerre. Mais est-ce que, à cause de ce calcul politicien, on va tout remettre à l'eau? Première question. On dit qu'il faut partager l'information électorale. L'information a été partagée. Ça, c'est un fait. Elle a été partagée. Il y a eu une réunion. Aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, est-ce que les conditions de cette décision-là, à l'interne, au niveau de la CENI, est-ce que ce sont des conditions acceptables? Si des commissaires disent « non, on n'a pas été associés », ah là, ça pose problème. Bien. Mais lorsque tous les commissaires se sont réunis, que 16 sur 17 aient dit « oui, c'est une bonne date Ouais. », on prend l'information, on la partage avec les partis politiques pour leur dire « voici la décision ». S'ils ont des griefs contre la faisabilité, entendons ça. Le débat ne doit pas être et on ne nous a pas consultés, on ne nous a pas associés à la décision. Non, ça ne doit pas être le débat. Le débat, c'est quel grief vous avez par rapport à ce chronogramme. Est-ce qu'il est tenable de votre point de vue? C'est ce que les partis politiques doivent faire ce matin. Bien. Ils doivent le faire ce matin. Au lieu d'aller dire on n'a pas été associé à la décision, on n'a pas été associé à la décision, Merci. ça c'est un autre débat. Le vrai débat, c'est quand eux-mêmes tiendront et le cordon de la bourse et la direction de la CENI. À ce moment, ce sera une CENI qu'on va accepter. Merci. Pour le moment, c'est le même problème depuis 2010. On ne va pas en sortir. Allez, carrément Tamba. Allez-y, Moussa Mouissila. Moi, je trouve que nous devons appeler désormais notre organe de gestion des élections Commission électorale nationale consensuelle. Je ne trouve pas... Faux. Oui, Commission électorale nationale consensuelle. Ouais. Parce que on peut faire des critiques à l'endroit du chef de l'État par rapport à son empressement dans la prise de ce décret. C'est ce dont nous parlions ce matin. Jusqu'à ce qu'on appelle à lui connaître d'ailleurs pour qu'il puisse se prononcer par rapport à la prise de ce décret. Mais le débat a été ramené ailleurs. Moi, je trouve que cet argument de non-partage d'informations, ça ne tient pas, c'est assez superficiel. Lorsqu'il y a des problèmes à l'intérieur de la Commission électorale nationale, est-ce que les partis politiques, ils vont directement à l'intérieur de l'organe de gestion pour savoir ce qui ne marche pas? Mais ils sont à la minute, à la seconde informés par ceux qui sont issus de ces partis politiques. Ils sont directement informés des problèmes qui assaillent le fonctionnement de la CENI. Et c'est eux qui viennent dans les médias pour pouvoir dénoncer tout cela. Ouais. Donc qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de partage d'informations. Les personnes qui sont issues des partis politiques, qui sont au sein de la CENI, même si elles ont prêté serment, même si la loi dit qu'elles n'ont pas d'attache directe avec le parti politique, ces personnes continuent d'informer leur parti d'origine. Ensuite, discuter des problèmes électoraux et autres, discuter des crises à l'interne, il y a un comité pour ça. Ce n'est pas à la CENI que ça se passe. Ce n'est pas à la CENI que ça se passe. Vous ne pouvez pas faire des reproches à la mouvance, à l'administration du territoire et vous accepter ces mêmes reproches lorsque ça ne vous arrange pas. Je pense qu'il faut qu'on soit réglo sur toute la ligne. Ce qui n'est pas les reproches qui sont faits au gouvernement, il faudrait que l'opposition accepte de ne pas les reproduire et de ne pas dire que c'est une norme, que cela peut être accepté. Bien. La CENI a proposé une date, il y a un déroulé qui est mis en place, il appartient aux partis qui doivent concourir de dire nous souhaitons que à tel point, à tel niveau, que ces éléments soient inscrits afin que nous soyons rassurés que ce scrutin sera transparent. Là, je suis d'accord. Mais qu'on nous dise, vous auriez dû d'abord nous partager l'information avec nous, peut-être qu'on va valider, ensuite, vous passez à l'étape supérieure. En ce moment, nous n'avons pas de commission électorale nationale indépendante. Bien. Nous avons
une commission électorale nationale consensuelle. Bien, in Voilà. fine, je pense que ce qu'il faut dire à Moussa et à Tamba notamment, l'objectif de ce que nous disons ici n'est pas, je l'avais déjà dit, n'est pas d'amener la CENI à changer de décision ou de trajectoire. Mais nous sommes dans le cadre d'un processus électoral. Nous Les sommes grandes gueules. et tous dans ce studio, je pense qu'on a tous quand même bénéficié de ces formations. Maran même en a donné en tant qu'expert. Il y a ce communiqué de la CENI, le communiqué que la CENI elle-même a fait publier à l'issue de cette plénière. Je pense qu'il faut qu'on reste conforme à ce que nous-mêmes nous prenons comme option. La CENI donc publie un communiqué le vendredi à l'issue donc de cette plénière pour annoncer une date. Il y a ces sous-titres. Bientôt, des séances de partage des éléments du nouveau chronogramme. C'est pas moi qui l'écris, c'est la CENI qui l'écrit dans le communiqué signé de Maître Salif Kébé. S'il vous plaît, Moussa. Il n'y en a pas. Il est dit ceci, le président de la CENI rassure les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers que des échanges seront incessamment planifiés à travers des organes et plateformes habituelles en vue du partage des éléments constitutifs du nouveau chronogramme. Il renouvelle l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à conduire de façon tout à fait inclusive l'ensemble du processus électoral. Il renouvelle également la détermination de l'institution à organiser des élections transparentes et apaisées. Je pense que... Non mais... Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous nous appuyez. Vous parlez des éléments constitutifs. Exactement. Mais ce n'est pas un sujet. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Moussa Mouessi, là. Honorable Damaro, bonjour, donc bienvenue. Alors, nous aimerions vous entendre d'abord sur ce décret pris par le chef de l'État convoquant donc le corps électoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant vous, Aliou Condé était sur nos antennes. Il a eu un avis beaucoup plus, un peu contraire. Quel est votre avis d'abord par rapport à la convocation de ce corps électoral? Bon, je crois que nous devons prendre l'habitude de ne plus avoir des positions dogmatiques. On est contre parce qu'on est de l'opposition, on est pour parce qu'on est de la mouvance. Il y a une institution composée paritairement qui est en charge de l'organisation des élections en Guinée. Elle nous a proposé une première date qui avait été contestée par un certain nombre de commissaires. Et puis une deuxième date qui a été approuvée par 16 sur 17. Et je crois que le président de la République est dans son droit de valider ou d'invalider cette date. S'il a validé cette fois-ci, c'est que certainement techniquement, avec les explications données dans son allocution par le président de la CENI, certainement c'est à cause de ça que le président a validé la date. Oui, mais il y a une partie prenante à ce processus, et non des moindres, donc l'opposition qui émet des doutes. Donc il y a des réserves. Elle aurait aimé avoir des informations assez précises sur les activités prévues dans ce chronogramme. Une volonté à comprendre, n'est-ce pas? Oui, mais quand moi je vais avoir des informations, j'ai le droit de me rendre à la CENI, de poser des questions au directeur des opérations, de poser des questions au président de la CENI, ça c'est pas interdit. Et M. Aliou Condé, c'est pourquoi on l'appelait même le 25e commissaire, il connaît tellement ces problèmes qu'il a l'habitude d'y aller et de poser des questions. Pourquoi ne pas le faire? Alors, par rapport à la prise du décret du chef de l'État convoquant le corps électoral, vous avez écouté les propos du juriste Mamadi Trois Kaba. Quel est le corps électoral que le chef de l'État convoque pour le 16 février 2020? Ce que les gens oublient, c'est que le corps électoral, le fichier électoral en Guinée, dans le cas guinéen, est un fichier permanent. Ce n'est pas à chaque élection qu'on reprend le fichier. Le fichier en Guinée est permanent et le fichier est corrigé par des révisions extraordinaires ou exceptionnelles pour enlever des cas de décès et ajouter ceux qui ont atteint l'âge des électeurs. Donc, le corps que le président a convoqué est un corps permanent qu'on va corriger et ajuster d'ici
le jour de l'élection. Mais que dit la loi en la matière? C'est quel corps électoral que le président de la République convoque? Mais je dis le corps électoral dans le fichier guinéen et le corps électoral qui sera validé dans le fichier avant le jour de l'élection. C'est ce corps que le président invite. Moi, je ne comprends pas, parce que vous parlez du corps électoral qui est dans le fichier, et ensuite vous dites le corps électoral qui sera validé. Alors, c'est soit l'un ou l'autre. Non, je n'ai pas dit. Je dis le corps électoral qui est en fait le fichier, c'est les électeurs qui sont dans le fichier qu'on appelle le corps électoral. Ce fichier est permanent dans le cas guinéen. Bien. Et d'ici les élections, il y aura un fichier définitif validé par la révision exceptionnelle qui va commencer dans quelques jours. Ouais. Bien. Voilà. Allez. C'est ça dans le cas guinéen. Voilà, Amadou Damaro. On va s'intéresser à cette autre actualité. De nouvelles violences à Banankoro. Des partisans du président Alpha Condé s'entre-déchirent. On signale ça. Qu'est-ce qui se passe à Banankoro? Parce que c'est votre nom qui revient. Vous êtes pointé du doigt comme celui qui est l'instigateur on ne va pas quand même hésiter sur le mot, qui est l'instigateur de ces violences, dans le sens que ceux qui sont soupçonnés être les présumés auteurs de ces violences, c'est le groupe de Sekouba Cissé armé, donc qui est accusé d'être allé s'en prendre aux responsables légaux, je dis bien, du RPG à Banankoro, le groupe de Djomba Mori, et ils ont été attaqués, frappés, violentés, des maisons ont été saccagées, des maisons ont été incendiées, presque une dizaine. On a vu les images de tous ces responsables du RPG à Kassel qui sont aujourd'hui alités. Certains du côté de Kankan, d'autres à Kérouani et d'autres même, une troisième catégorie, abandonnés à son triste sort du côté de Banankoro. Il y a le cas de cette dame qui avait été la première à être violentée, qui est aujourd'hui devenue infirme, qui est complètement abandonnée par tous les directoires du RPG à Kassel. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez la récurrence des violences à Banankoro et quel rapport vous avez avec Sekouba Cissé armé qui, il faut le rappeler aussi, a été sorti des prisons du côté de Kankan alors qu'il était accusé dans le saccage des installations de l'entreprise Guiter SA sans jugement. C'est le cas aussi du Sotikomon. Votre avis sur toutes ces questions? Banankoro semble être une zone de non-droit. Bon, écoutez, d'abord, moi, en tant qu'homme politique, Banankoro est très important pour n'importe quel homme politique de la zone de Kérouané. Nous y avons plus de à peu près 70 000 électeurs. Ceci étant, quel intérêt j'aurais à créer des troubles alors qu'ils sont tous essentiellement, la quasi-majorité sont des RPG. Mais on dit chez nous que quand on dit que dans la danse, les bienfaiteurs ne doivent pas sortir, mais dès que les ingrats sortent, les bienfaiteurs sont obligés de sortir. Ce qu'on appelle étant le camp que je ne soutiens pas, le camp donc de Djomba Mori, c'est moi qui ai fait leur siège. C'est moi qui répare leurs véhicules. J'ai donné des motos et à lui et au vieux Moussa Kourouma, que j'entretiens aussi entre-temps. Je ne vois pas pourquoi, et je défie quiconque si j'ai donné un franc de l'autre côté. Tout ce que j'ai toujours demandé, c'est qu'ils s'entendent. Dans l'affaire armée, le ministre de la Justice actuel, ou bien Kaba Guiter, je me suis engagé personnellement à faire venir les 42 personnes incriminées à mes frères à Kérouané pour qu'on les écoute sans que je n'y sois. Et je suis prêt à les y conduire après les auditions à Banankoro. Et j'ai demandé à Guiter, je suis prêt à l'accompagner pour que le soutien et les travailleurs des miniers et toute autre personne impliquée, les responsables politiques, pour qu'on ait un terrain d'entente pour qu'il puisse faire son travail. Je fais ça, je n'ai jamais travaillé dans les mines, je n'ai jamais eu un seul ouvrier, même il n'y a pas une semaine,
ce Moussa qui m'accuse, là, Moussa Kourouma qui m'accuse, m'a demandé d'exploiter une parcelle avec lui. Je lui ai dit, désolé, je ne suis jamais allé dans les mines, je ne crois pas aux mines de diamants, je n'y vais pas, cherche quelqu'un d'autre. Si c'est pour un sac de riz ou tes médicaments, je suis prêt, mais je ne vais pas participer avec toi. C'est le lendemain qu'il m'a traité de tous les mots. Finalement, on a des barbes blanches de l'autre côté, mais il y a très peu de sages. J'ai appris, comme vous, ce qui s'est passé. On m'accuse avec Djenassara qui était en ce moment couché à l'hôpital aux États-Unis. Comment peut-elle rester là-bas et faire des investigations pour pouvoir révolter les gens à Banankoro? Il faut chercher ailleurs ces problèmes, mais franchement, Damaro n'a aucun intérêt. Honorable, allez-y. Honorable, ce dont on vous accuse, c'est que celui qui est proche de vous, comment il s'appelle, Armé, vous aurez donc tout fait d'abord pour qu'il puisse échapper donc aux griffes de la justice. Ensuite, vous semblez ne pas avoir assez de dégâts vis-à-vis de Kaba Guiter et de sa société. Quand même, c'est un entrepreneur, c'est un fils du pays qui a investi dans la localité, qui a perdu quand même 10 millions de dollars. Je ne veux pas dire certaines choses que j'ai faites pour que Kaba Guiter soit compensé dans sa perte. Je ne veux pas le dire à la radio, mais il le sait. Deuxièmement, j'ai soutenu Kaba Guiter il y a au moins 30 ans, quand il était juste un jeune débutant. Donc ça n'a pas commencé à Banankoro. Et c'est à la Mecque, devant la Kaaba, que j'ai dit à Guiter, sortons les gens de prison, je suis prêt à t'accompagner pour pouvoir te faire asseoir avec tout le monde pour que tu puisses travailler dans la tranquillité. Je ne dois pas un franc à Guiter, et je sais que c'est un jeune frère que j'ai encouragé dans l'entreprise il y a une trentaine d'années, depuis les années 80. Et je lui ai posé la question. C'est vrai, une seule fois, on s'est rencontrés à Paris, il m'a acheté un parfum. S'il y a eu quelque chose entre Guiter et moi, c'est ça. Oui, mais la question, honorable, la question. Ouais. Comment je vous ai posé la question sur la nature de vos relations avec Sekouba Cissé Armé. Il est établi. Non, j'ai fini, honorable. Il est établi. Sekouba Cissé Armé est responsable d'un mouvement de soutien à Kankan. Oh, bien entendu, un mouvement de soutien. Non. Attends. Bien. Attendez. Alors, dites-nous le contraire. Vous ne pouvez pas me parler du parti à la place du RPG quand même. Premièrement, le secrétaire général du parti, Saloum Cissé, accompagné alors par le député Bangali Kourouma, est parti dissoudre le bureau de Guémamori à Banankoro et a procédé à de nouvelles élections quand Armé a été élu. Ça, c'est des problèmes au niveau du RPG qui doivent être réglés, mais il n'est pas seulement qu'un mouvement de soutien. Ouais. Il est, après la dissolution du bureau de Guémamori, il a été élu secrétaire général de la section de Banankoro. Bien. Non, ça ne passe pas, monsieur le député. Vous parlez de cette mission qui a été conduite par Saloum Cissé et avec le député Bangali Kourouma, qui avait dissous le bureau de la section en place du côté de Banankoro et ensuite décidé de la mise en place d'un comité de crise, d'un comité de salut public, on va dire comme ça, qui comprenait en son sein 25 personnes. Mais Saloum Cissé et Bangali Kourouma n'avaient pas pris d'acte pour nommer quelqu'un à la tête de ce comité. Ce qu'on sait aussi, c'est que dernièrement, il y a une mission nationale du RPG Arc-en-Ciel qui est allée dans tout le pays pour restructurer les différentes sections du parti. Banankoro, qui était une seule section, a été élevé au rang de 5 sections. Donc désormais, on a 5 sections au niveau de Banankoro et 6 du côté de Kerawani. Kerawani, c'était toute la préfecture, c'était 3 sections si je m'abuse. Aujourd'hui, on en a 11. Vous ne pouvez pas dire que Sekouba Cissé Armé a été, à l'issue de cette restructuration, porté à un poste de responsabilité légalement reconnu par le bureau national. Il n'est que président d'un mouvement de soutien. Il s'en prend aux représentants légaux du parti, mais c'est pas possible, monsieur le député. Vous ne pouvez pas soutenir cela. Boubacar, vous êtes journaliste, je suis membre du bureau politique. Donc ne me parlez pas du RPG. Et je faisais partie du comité restreint de restructuration des statuts
du RPG. Là, tu ne sais pas ce qui est dedans. Du règlement intérieur, tu ne sais pas ce qui est dedans. Et ce qui s'est passé dans les sections, à Kiloane, il n'y a pas 11 sections. Alors, on a dit que les sous-préfectures, désormais, deviennent des sections. À Kiloane, il y a 7 sections dans toute la préfecture, coordonnées par un bureau politique qui ne sont pas encore installés. On a des problèmes à ce niveau que je ne vais pas débattre maintenant là avec vous, mais vous ne connaissez pas la structuration et les structures du parti, ne m'apprenez rien. Vous n'en savez absolument rien que ce que vous apprenez ou vous aimez apprendre et dire. Bien. Vous aimez écouter souvent un côté. Quand dès que ça vous plaît, vous vous appuyez sur ça, avec des brides de droit que vous avez appris de M. Dou. Faites attention beaucoup quand vous parlez du RPG quand même à Damaro. Bien sûr, messieurs Damaro, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Damaro. Je vous en prie. Bon courage. Je vous en prie. Voilà, allez, merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. C'est comme ça, on va se quitter hein, voilà, pour le compte de cette émission. Et cette enquête, justement, je vous invite, perte financière de 58 milliards de francs guinéens dans la palmeraie du général Lansana Conté. Évidemment, c'est à lire hein, chez Émergence Mag, hein, c'est bien ça, Mag, Émergence, évidemment, à lire. Voilà, on vous recommande forcément. Merci à vous tous à l'international. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation de l'émission ici à Conakry, à Baki Touré du côté de Bokeh, à la régie. Elle est là, hein, c'est la seule femme ici à Espace, évidemment. C'est Bafatassa. Nos félicitations. Respect à vous, Martha. Allez, on se retrouve demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Au revoir.